Europe 1 matin. Il est 8h45 sur Europe 1. Bon début de journée, Dimitri Pavlenko. Vendredi thématique consacré toute la journée sur Europe 1 à l'intelligence artificielle. Et oui, que va changer l'IA dans les années, dans les décennies à venir? ChatGPT, depuis 6 mois, a agi un peu comme un révélateur. L'IA a un point de bascule. Aujourd'hui, elle est comme sortie de sa tour d'ivoire, battant l'homme à presque tous les jeux, imitant sa voix, réussissant des examens universitaires, connaissant mieux le code pénal que n'importe quel juriste. Oui, voilà, c'est une IA domestiquée, capable aussi de produire des deepfakes, de la désinformation, de truquer aussi des élections. En tout cas, ceux qui manipulent cette intelligence artificielle. Et en cas d'émergence, cette fameuse émergence d'une IA générale, comparable à une espèce humaine, voilà, c'est des questions extrêmement profondes dont on va parler ce matin. Il y a aussi cette gigantesque bataille géopolitique qui va redistribuer les cartes de la puissance autour de l'intelligence artificielle. Il nous fallait un grand esprit pour en parler. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. C'est vous le grand esprit, professeur en sciences de l'information à l'informatique à la Sorbonne Paris 4. Vous êtes également chercheuse au LIMSI. C'est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. On pourrait peut-être commencer, Laurence de Villers, par une brève histoire de l'intelligence artificielle. J'ai dit tout à l'heure très sommairement qu'en réalité, ça fait 70 ans à peu près depuis, même il y a des signes dès le début de la Seconde Guerre mondiale, de réflexion sur cette notion d'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Donc, reproduire les capacités humaines de perception, de raisonnement et de génération d'actions. Et d'apprendre par l'expérience aussi. De capacités comme ça cognitives, c'était le but des grands-pères de l'IA dans les années 50. Turing, et McCarthy, etc. On voit ensuite deux grandes voies qui apparaissent. L'IA symbolique, c'est-à-dire que ce sont les humains qui créent des règles intelligentes et la machine ne fait que les jouer. Et donc la puissance de la machine là n'est pas tellement intelligente. Et puis l'IA connexionniste, qui est en fait une inspiration neuromimétique de la façon dont on stocke les informations dans nos cerveaux, mais c'en est une imitation très lointaine. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Ce sont les réseaux de neurones. Oui. Le deep learning, c'est des réseaux de neurones avec beaucoup de couches cachées. Et ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, la modélisation d'une cellule qui vient d'une cellule de la couche visuelle, qui est très, très simplifiée par un modèle mathématique, qui est le neurone formel, ça date de 43. La règle de Hebb, qui est de dire que on a une plasticité cérébrale pour apprendre, ça date du même moment. Donc, ces idées de modéliser un système qui serait intelligent à partir d'une imitation extrêmement simplifiée de ce que est notre cerveau, ça ne date pas d'hier. Mais pourquoi ça date plutôt d'hier. Mais pourquoi on parle d'un boom de l'intelligence artificielle? Quelles sont d'ailleurs les conditions qui préexistent à ce boom de l'IA, Laurence de Villers? Les capacités de stockage, la puissance de calcul, etc. Ça, j'imagine que ce sont des... En fait, les IA connexionnistes, moi j'ai travaillé comme Yann Lequin, Joshua Bengio sur ces sujets pour ma thèse en 92. Le vrai problème était la puissance de calcul et les données qu'on pouvait utiliser. Donc il y a eu un hiver de l'IA pour nous qui était lié à ça. On ne savait pas comment passer au niveau de la puissance de calcul nécessaire pour montrer que ces systèmes qui pouvaient apprendre très différemment de nous pouvaient avoir des performances exceptionnelles. Et donc là, la rupture, se fait dans 2010 sur l'apprentissage profond parce qu'on a des capacités de paralléliser en fait les calculs sur les machines et c'est là qu'il y a le grand boom. Paralléliser, c'est-à-dire qu'en fait on peut faire plusieurs calculs en même temps. Voilà. Les cartes graphiques vont jouer un rôle très important là. C'est ça, les GPU, là-dedans. Nvidia, enfin tout ce qui est de l'accélération de ces calculs parce que ce sont des calculs matriciels et si on sait faire un algorithme où ces calculs peuvent être faits indépendamment, on peut les faire par des machines de façon parallèle. C'est ça le grand boom. Et derrière, les données, ça va en traiter comme ça des milliards. Oui. Et c'est là le vrai changement. Ensuite, les transformers en 2017, c'est encore une avancée algorithmique, mais c'est un continuum. Il y a eu les réseaux récurrents, on a vraiment avancé pas à pas pour comprendre qu'il fallait prendre du contexte. Si on ne prenait pas de contexte dans les phrases, par exemple, je vais prendre l'idée du traitement automatique de la langue, on n'était pas capable d'interpréter la sémantique. Ça ne veut pas dire que la machine comprend. Elle interprète le sens des mots à travers leur contexte. Et on a créé donc des systèmes qui sont ceux qu'on utilise dans le chat GPT aujourd'hui, qui montrent ces performances émergentes comme vous en avez parlé. Oui. C'est-à-dire qu'avec des milliards de données et utilisant en fait ces systèmes capables d'engranger des représentations qui sont des black box pour nous et qui sont des représentations... On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est ça en gros l'idée. Alors, on sait pas, on fait beaucoup de recherches sur l'explicabilité de tout cela et essayer de comprendre comment ces machines vont créer en fait des univers dans le deep learning, dans toutes les couches successives qui sont en fait de l'abstraction autour des structures
structures qui existent dans notre langage. Oui. Plus j'ai de données, plus j'arrive à interpréter ça. Ce qui donne derrière une machine capable voir de la syntaxe et voir un semblant de sémantique Voilà, mais proche gare à de notre Voilà, langage. gare à l'anthropomorphisme. Et C'est, oui. voilà, c'est pas des êtres humains, c'est pas de l'intelligence humaine. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Et puis l'anthropomorphisme, vous avez raison, il y a 3 grandes tentations. La machine ingurgite des connaissances, donc elle peut avoir plus de connaissances que nous, donc qu'est-ce qu'on fait? La machine peut dire je suis, je t'aime, et avoir un peu d'affect, simuler cela à travers tous les mots qu'elle peut utiliser. Et donc là aussi, il y a une tentative de suivre, et puis peut-être des qualités morales aussi qu'elle n'a pas du tout. Oui. Alors venons-en à cette question qui est un peu troublante. Les big tech, les grandes entreprises de technologie, les Google, les Facebook, etc., Amazon, avaient un discours sur l'intelligence artificielle extrêmement prudent il y a quelque temps. Elle disait « Attention, ça n'est pas à laisser entre toutes les mains ». Et voilà qu'elle les diffuse absolument massivement. Ça veut dire quoi? J'ai posé très directement la question à Yann Lequin tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un danger lié à l'intelligence artificielle? Si oui, a-t-il été neutralisé? Lui considère que toutes les mises en garde sur l'IA bombe nucléaire, etc., c'est n'importe quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Quelle est votre position, Laurence de Villers? Je pense comme lui, en fait, la métaphore là est beaucoup trop forte De et la ça bombe n'a rien à nucléaire, voir. hein, oui. Ça n'a rien à voir non plus avec les dangers de manipulation génétique. Nous sommes face à une machine que nous construisons, nous, avec, même si on ne contrôle pas exactement l'émergence de comportement de ces systèmes, si on est éduqué suffisamment, on va pouvoir comprendre, comme Yann Lequin, comme beaucoup de chercheurs, et dire, bon écoutez, non, on va pas aller vers ça. Lorsque des chercheurs, ayant beaucoup d'expérience, vont sur la peur d'eux, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser ça. Il y a un certain pouvoir à utiliser ces systèmes de manipulation d'opinion, de prendre l'attention des gens. Ces systèmes ne racontent pas des vérités, ça peut raconter n'importe quoi. Mais c'est un instrument de puissance, c'est une arme, c'est potentiellement une arme, et selon l'usage que l'on en fait, ça peut être dangereux. Si elle tombe dans de mauvaises mains, effectivement, c'est une arme dangereuse. Donc ça, on peut le réguler par de la police. On est en train de faire l'AI Act en mettant des bornes. Donc c'est la fameuse régulation européenne. Voilà. Maintenant, il y a un dilemme qui est réel et que Yann Lequin reprend aussi, c'est le dilemme de l'open source. Quand on met en open source, on aggrave les risques que quelqu'un puisse le mal utiliser. Open source, c'est quand la technologie est mise à disposition des chercheurs, et tout le monde travaille en transparence. Et plus largement d'industriels, etc. Et le dilemme, c'est si je laisse en open source, il y a des risques que quelqu'un puisse utiliser à mauvais escient, et en même temps, si je le fais pas et que c'est pas du tout transparent, il y a quelques big tech qui vont être dominantes et qui vont dominer largement avec un pouvoir important. Donc on voit bien qu'on a besoin de mettre des règles dans tout cela. Oui, mais alors l'autre jour, il y a le patron de OpenAI, donc c'est l'entreprise qui a inventé ChatGPT, Sam Altman, devant le Congrès des États-Unis, dit mais régulez-moi, régulez-moi. Et sous-entendu, je m'inquiète d'une réglementation européenne, il faut que les Américains s'en saisissent. Il y a une bataille géopolitique autour de cette histoire de réglementation. Il veut véritablement la régulation, Ah oui, Sam il la veut Altman pour les autres. Oui. C'est très clair. Il la veut pour les autres, ah oui, c'est-à-dire. Lui, il est déjà sur la marche où il a récupéré, volé toutes les données qu'il lui fallait. Il est déjà à un certain niveau. Excusez-moi, oui, on peut dire voler de temps en temps. C'est-à-dire récupérer des données sans que tout le monde soit conscient de cela. Même en France, vous avez l'impression que vous parlez avec Google Home ou je ne sais quoi, vous ne demandez pas si vos données vont directement aux États-Unis ou pas. Elles le peuvent. Okay, Elles y vont. Elles y vont s'ils ont la volonté de les récupérer. Okay, donc OpenAI, là on joue avec ChatGPT, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce système? Il y a un système d'abord qui est entraîné à partir de données américaines et qui nous parle en français. Donc là, il y a une espèce de puissance de manipulation parce qu'il apprend les structures du langage. Donc il apprend aussi finalement à travers la co-occurrence des termes d'une phrase, les opinions. Il pense en anglais, vous voulez dire Oui. Ouais. Et on l'adapte au français. Alors, comment l'adapte-t-on vraiment? Si c'est une plateforme qui n'est pas open science, qui n'est pas ouverte, on ne saura pas comment on l'adapte. Et là, il y a un danger. Voyez, donc c'est très très important, à mon avis, que ce problème de guerre géopolitique soit plus transparente, qu'on oblige les grands groupes, les big tech, à faire aussi de la recherche. Parce que, excusez-moi, l'influence d'un langage sur un autre, si le modèle est à 80% de données américaines, est-ce que c'est étudié correctement et est-ce que les résultats ne sont pas diffusables à tous? Vous avez dit tout à l'heure, si on est éduqué face à l'IA, ça va bien se passer.
C'est quand même une phrase assez intéressante. Quels impacts vous pensez que l'intelligence artificielle va avoir sur la société? On parlait tout à l'heure de Neuralink et de la possibilité, pourquoi pas, de se télécharger Wikipédia directement dans le cerveau par le truchement d'une puce. Non mais arrêtez, Ça, 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 c'est c'est- ça c'est totalement Mm. du marketing science-fiction, qui est pas si science-fiction parce qu'on sait qu'il y a des implants cérébraux profonds pour travailler, enfin, pour aider dans les pathologies, l'Alzheimer, qui sont extrêmement intéressantes. Mais de là à aller encoder dans votre esprit des informations venant d'ailleurs et dire que tous les enfants doivent être à égalité face à l'intelligence, enfin, on est sur de l'eugénisme, on est sur de la manipulation des foules, on est sur du totalitarisme. Parce que qui va manipuler ces petites informations qu'on vous met dans le cerveau, si quand bien même ça serait possible de le faire. Donc je trouve cela absurde, hein. Et il est en tout cas en ce moment dans les discours qu'on entend dans la presse par ces grands acteurs, il y a une énorme position de manipulation de beaucoup pour différents aspects, que ça soit pour leur buzz personnel, comme des gens comme Hinton, parce que c'est pas nouveau que Geoffrey Google... Hinton, hein, donc Geoffrey Hinton, qui est ouais. un des pères aussi fondateurs, comme Joshua Bengio Ouais. et Geoffrey Hinton, il a quitté Google et Yann aujourd'hui, Lequin. il est en première ligne de ceux qui disent attention, l'intelligence artificielle, il attendez, faut réguler, etc. il était à l'intérieur du système, il s'en est bien rendu compte avant. Certaines, comme Timmy Gebru, Margaret Mitchell, l'ont dit, ont publié des articles. Mais pourquoi Alors, Mais alors pourquoi ce retournement? Est-ce que véritablement il se dit je suis un peu comme le docteur Frankenstein et ma je sais pas, il est création un peu échappe comme à mon Rotan contrôle? Plan, là, il est un peu en retard, hein. Oui. Ah, vous croyez ça? C'est une prise de conscience Moi, j'ai tardive. trouvé que c'était quand même assez absurde d'un seul coup s'ériger en chevalier blanc alors qu'on faisait partie du système et que on avait déjà vu des problèmes. Regardez OpenAI, quand il a GPT-2, qui est donc moins important parce que l'idée d'émergence qui surprend tous les chercheurs, qui va aussi surprendre tout le monde, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir et on ne sait pas quelles vont être les émergences de phrases, de comportements de ces machines. Eh bien, GPT-2, c'était vraiment des systèmes où il y avait moins de données. Et déjà, OpenAI disait c'est dangereux. Alors pourquoi le met-il après ChatGPT 3.5 dans les mains de tout le monde? Mais pourquoi alors? Je vous pose la question, d'après vous? Pour des raisons de business, pour des raisons économiques. Ne soyons pas naïfs. Parce qu'il faut gagner de l'argent après avoir beaucoup investi. C'est une guerre, hein. C'est une guerre de position géopolitique, c'est une guerre sur les normes, c'est une guerre d'influence entre l'Amérique et les États-Unis et l'Europe qui essaie de se débattre en essayant de poser des limites, et l'Europe a raison, et nous avons cette carte à jouer, il faut absolument la jouer. Voilà, comme on dit, hein, the winner takes all, le gagnant emporte tout, c'est un On ne peu fera ça. pas que de la législation, on fera aussi des grands systèmes européens, monolingues, on les fera multilingues pour différents aspects applicatifs. Il faut y croire, et c'est le moment de monter au créneau sur l'Europe. Merci beaucoup Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'informatique à la Sorbonne Paris 4, chercheuse au LIMSI. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. 8h